Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, les enfants et les ados se construisent avec des modèles. Mais comment faire quand on ne se reconnaît pas dans les modèles qu'on voit le plus dans les médias, dans les livres, au cinéma? Marjorie Bourgoin dresse avec Diriatou Kébé le portrait de 26 femmes noires francophones qui ont fait, qui font ou qui vont faire l'histoire. Elle est l'invitée du Grand Oral. L'Anti-Sèche de Cécile Fournier. L'Anti-Sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire, comme souvent dans l'émission, et programme d'histoire et de science. C'est un 28 septembre qu'Albert Einstein met un point final à sa théorie de la relativité. Cécile, qui est docteur en physique nucléaire, vous expliquera tout cela. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. Non, Cécile, ne partez pas. Elle n'est pas tout à fait docteur en physique nucléaire. L'heure de la récré, toujours avec Cécile. Coup de cœur pour un livre feel good pour les mamans. Et puis enfin, rendez-vous avec Sandra Ferreira, notre diététicienne et nutritionniste. C'est demain la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de la nourriture. Elle vous donnera tous ces trucs pour se nourrir bon, sain et économique. En somme, c'est bon pour la planète et c'est bon pour le porte-monnaie, ce qui fait pas de mal en ce moment. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. Lorsque j'étais en primaire, la maîtresse a demandé à notre classe de choisir dans la bibliothèque de l'école un livre avec un personnage qui nous ressemble. Je devais avoir 7 ou 8 ans. Je me suis simplement demandé, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Ces propos, ils sont signés de l'autrice jeunesse Laurent Safoué. On les trouve dans l'introduction du livre Les Puissantes, 26 femmes noires francophones qui ont fait, font ou feront l'histoire, livre qui vient de sortir aux éditions Les Insolentes. Il est signé Diriatou Kébé et Marjorie Bourgoin. Marjorie Bourgoin, qu'on a grand plaisir à accueillir. Bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci de vous faire la porte-parole du livre. Je précise tout de suite que donc, entre Diriatou et vous, c'était plutôt quand même le graphisme, les dessins, etc. C'est ça, et le projet en général. On a porté le projet à deux, mais effectivement, voilà. ma partie, ça a été. Donc c'est le moment où on dit qu'elles sont super, les illustrations. Regardez, on en trouve plein. On a Gertie Archimède, qui était la première avocate. Oui, c'est ça. Femme de l'histoire. Et voilà. De Puis on a Aya Nakamura, je ne vais pas pouvoir les montrer tous, mais j'en montre quand même. Il y a 26 portraits. Il y a 26 portraits, avec à chaque fois des petites infos qui inscrivent le parcours de chacune de ces femmes dans un contexte un petit peu plus général. C'est ça. Et puis évidemment, j'allais dire leur CV, c'est un peu plus que leur CV, leur bio. Ouais. Ce qui ne va pas, c'est que Laura Nsafou, qui est l'autrice de la phrase que je donnais en traduction, est une femme. Quand elle dit « qu'est-ce qui ne va pas avec moi », c'est à la fois c'est une femme et elle est noire. Et dans l'imaginaire, comme dans l'espace public, ça veut dire qu'elle est doublement invisible. Voilà, c'est ça. Effectivement, merci à Laura d'avoir accepté de faire la préface pour ce livre. Et c'est vrai que c'est une problématique qu'on a en commun, Laura, Dia et moi, quand on était enfants, de ne pas avoir eu de modèle, de ne pas pouvoir s'identifier dans les livres. Moi, je dessinais déjà beaucoup. Et c'est vrai que je dessinais toujours des personnages blancs. Quand je dessinais des princesses ou autres, c'était des femmes blondes aux cheveux longs, soyeux, comme je voyais dans les dessins animés ou les livres. Donc c'est vrai que se dire que quand on imagine une femme belle, princesse ou autre chose, on ne peut pas s'imaginer soi, c'est assez problématique et assez difficile, même si ce n'est pas toujours conscientisé. Mais c'est intégré. Oui, parce que vous ne disiez pas quand vous étiez toute petite. Oui, on ne se rend pas forcément compte qu'on n'est pas représenté. Mais la princesse, c'était... C'était pas moi. Voilà. Les Puissantes, ce sont donc 26 portraits dans tous les domaines. Alors, il y en a des très connus, comme Aya Nakamura, je l'ai cité. Il y en a des moins connus, comme la mulâtresse Solitude. Comment vous les avez choisis? Alors, le projet, au départ, a démarré sur Instagram. On vous retrouve sous le pseudo Coco Cerise. C'est ça. Précise. Et il y a un conte du livre qui s'appelle Les Puissantes. Donc, quand on a lancé le projet, on a fait une liste, en fait, qu'on alimentait toutes les deux de personnalités qui nous plaisaient ou qu'on pensait légitimes d'être mises en avant. C'est vrai qu'après, pour le livre, il a fallu quand même faire un travail pour essayer d'être représentatif de différents domaines pour que ce soit assez varié et équilibré. Donc voilà, on a choisi en fonction aussi de nos goûts personnels, parce qu'on a fait un livre qu'on avait envie de voir et on avait envie qu'il nous plaise. Et puis voilà, on a essayé aussi de montrer des personnes comme des influenceuses ou des journalistes qui ne seraient pas forcément mises en avant dans des livres de portraits de ce type, mais qui, à notre avis, justement, font bouger les lignes et méritent... qu'il faut suivre aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Il y a la librairie où il y a histoire, sport, musique, cinéma, militantisme et politique, qui est le chapitre avec cinéma le plus fourni, et littérature. Avec de temps en temps des petits zooms, par exemple, à la rubrique militantisme et politique sur l'afroféminisme. C'est ça. C'était important pour nous de mettre ces histoires en avant, surtout par rapport au premier livre, parce qu'en fait, ce livre est d'abord sorti en auto-édition, avant qu'on passe par une maison d'édition. Et donc, pour cette version
qu'on dit augmenté. On a rajouté non seulement des portraits, mais aussi effectivement des doubles pages thématiques pour aller plus loin dans certaines notions qui ne sont pas forcément toujours évoquées, notamment dans des livres jeunesse. Et il y en a une qui est de double page, ne touche pas à mes cheveux. C'est ça. Qui est un vrai sujet. Du coup, le titre est assez explicite et ça permet de revenir sur un petit peu l'historique des cheveux afro. Et comme ces cheveux, avant d'être des cheveux, c'est assez politique dans l'espace de représentation. Et voilà. Et c'est vrai que le titre, c'est une vraie problématique. De ne pas toucher, comme on ferait au final à d'autres personnes. Enfin, on n'ira pas toucher les... Non, moi les miens, vous aurez du mal. Je n'essayais même pas, mais pour d'autres raisons. Mais voilà, donc c'était de mettre en avant cette problématique capillaire. J'ai cité quelques noms de femmes, une fois de plus, je ne vais pas tous les citer, hein, mais qu'il y a d'autres, Aïssa Maïga, Alice Diop, Rachel Keke, Christiane Taubira. Il y a des parcours qui vous ont encore plus marqué que d'autres, ou des personnalités que vous avez redécouvertes en faisant ce travail, en disant tiens, je la connaissais un peu, mais pas tant que ça. C'est vrai que forcément, il y a un attachement particulier aux figures avec lesquelles on a grandi. Ouais. Donc, pour Dia, la première puissante, c'était Surya Bonali, par exemple. Parce que c'est vrai que la patineuse, c'est une des premières femmes noires qui a été qui a été très exposée et qui a reçu aussi énormément de critiques. Donc oui, on est attaché à ces personnalités avec lesquelles on a grandi. Moi aussi, pour le coup, moi j'avoue, Marie-Jo Pérec aussi. Beaucoup de sport alors. Beaucoup de sport. C'est vrai que c'était beaucoup des figures où on voyait des femmes noires à l'époque. C'est vrai. Mais j'ai aussi une tendresse pour le portrait de Rachel Keke parce que dans la première version du livre, on l'avait présentée en tant que représentante du combat des femmes de ménage de l'hôtel Ibis, parce qu'on considérait que c'est des femmes puissantes. Et là maintenant, elle est députée. Donc j'ai beaucoup de plaisir à dessiner son écharpe et donc forcément ça fait plaisir. Marjorie Bourgoin est directrice artistique, illustratrice, autrice formatrice. On la retrouve sur Insta sous le pseudo Coco Cerise. Il y a donc aussi Les Puissantes. C'est ça. Qui est le compte du bouquin. Elle écrit aussi des ouvrages de DIY, de do-it-yourself. On en parlera peut-être un peu tout à l'heure. On la retrouve après l'Anti-Sèche. Cécile Fournier. Cécile, bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais pas osé. J'y vais. Il faut y aller. On est le 28 septembre et c'est un 28 septembre que Einstein, qui est tout jeune, va poser une découverte fondamentale. Oui, je m'attaque à un gros morceau. Ouais, on en est tous conscients. Alors, nous sommes en 1905, le jeune chercheur a alors 26 ans. Il publie alors dans la revue scientifique Annalen der Physik le 4e et dernier article qui pose les jalons de la théorie de la relativité. C'est aussi les jalons qui posent les fondements de la physique moderne et la modification de la perception scientifique de l'espace, du temps, de la masse et de l'énergie. Alors 1905 est aussi appelée l'année miraculeuse parce qu'on le comprend tout à fait. C'est une année où il va y avoir des avancées considérables et qui bouleversent la physique. Et c'est dans ce fameux 4e article, c'est pour ça qu'on en parle, qu'on découvre l'équation, le E égale MC2 à énergie égale Alors, je vais vous essayer... matière par puissance de la lumière au carré. Je vais essayer de vous l'expliquer, mais je suis très humble face à cette explication. Non, mais allez-y. Alors, en fait, Einstein dit en réalité que l'énergie possède de l'inertie, l'inertie étant la résistance à tout changement de vitesse. Alors j'ai vu 2 exemples, j'espère qu'il n'y a pas trop de grands scientifiques qui regardent. Allez avec les exemples, je suis sûr que vous avez formidablement bien révisé. La première, c'est la bougie, l'allumette qui brûle, qui dégage de l'énergie, qu'elle conserve. En revanche, elle va perdre un tout petit peu de masse. Il y a moins de bois à la fin qu'au début, quoi. Oui, mais un tout petit peu. Et l'autre exemple que j'ai, ce sont 2 barres, une chaude et une froide. La chaude aura plus d'inertie si on la lance, par exemple, parce que l'énergie est plus élevée sur une barre chaude, car elle dégage de l'énergie. Voilà, je sais pas, j'espère que tout le monde aura compris, et voilà. Ça va vous valoir un prix Nobel de physique, tout ça. Oui, comme lui, c'était quand le prix Nobel? En 1922. Et on dit aussi qu'il est, on dit un peu plus que ça, qu'il est le père de la bombe atomique, Einstein, quand même. Alors avec Oppenheimer, ça se discute. Pendant longtemps, ça a été dit, mais il faut savoir qu'Einstein est un très grand pacifiste. Et en réalité, ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. En 1939, il vit aux États-Unis parce qu'il a fui l'Allemagne nazie en 1933. Il apprend par un confrère que les nazis sont en train d'élaborer une arme puissante. Il va en faire part au président américain de l'époque, Roosevelt. Roosevelt qui l'écoute, puisque c'est quand même une sommité, Einstein, quand même la méga star du moment. Et il va monter donc donc Roosevelt va monter une équipe de scientifiques avec un certain J. Robert
Oppenheimer. C'est le projet Manhattan. C'est le projet Manhattan et c'est le sujet du film Oppenheimer qui fait grand succès, qui est sorti en juillet dernier et qui va finir par aboutir par la première bombe atomique qui va être lancée sur Hiroshima en 1945. On découvrira après que les nazis n'étaient pas si avancés que ça, c'est ça? Eh bien non, les nazis ne seront pas aussi avancés que ça. Et donc Einstein dira de cette période que c'est sa seule grande erreur. D'avoir contribué à la création de la bombe atomique. Et Einstein lui-même qui meurt 10 ans après Hiroshima. Il meurt à l'âge de 76 ans. Il meurt d'une rupture d'anévrisme à l'hôpital de Princeton dans le New Jersey. Nous sommes en avril 55. Voilà, Princeton où il était enseignant-chercheur à l'Institut d'études avancées. Merci beaucoup, Cécile Fournier. On se retrouve pour la récré. Avec plaisir. On revient avec Marjorie Bourgoin, Les Puissantes. Quand on subit des discriminations dues à notre couleur de peau depuis toujours, on pense que c'est de notre faute. On se demande surtout si on n'exagère pas, si on est légitime à penser que c'est injuste, surtout quand on nous explique que c'est dans notre tête puisque nous ne disposons que de peu de chiffres ou qu'on ne doit pas en parler parce que la question raciale est taboue. Je cite là encore l'intro de Noran Safou, la préface du livre. Non, pardon, pas du tout. Je cite Noran Safou, c'est dans un article du Monde que j'ai récupéré cette citation. Pardon. Elle dit, ça aurait pu être dans la préface. Oui, c'est ça. Parce qu'elle dit absolument la même chose. Ce qui est frappant quand on vous lit, c'est que la plupart des femmes dont vous tracez le portrait, elles ont une double vie. Elles sont écrivaines, comédiennes, sportives, journalistes, et elles sont engagées pour la plupart. Elles se sentent une responsabilité devant les autres. Quand on a accès aux médias, quand on a accès à la célébrité, on se sent obligé d'agir. On se sent obligé, parfois oui, parce que ça peut être un combat personnel aussi à ce niveau-là, mais quelque part, on nous ramène à ça aussi, quoi qu'il arrive, parce que quand il y a très peu de représentation de ce type, dès qu'on voit quelqu'un, la personne a apporté beaucoup de choses. Vous-même, vous le faites d'une certaine façon. Oui, c'est vrai que je profite, comme vous le disiez, j'écris pas mal de livres en do it yourself et j'adore faire ça, mais j'avais envie de pouvoir proposer autre chose en tant qu'autrice. Et c'est vrai que oui, c'est un livre militant. Et donc, je profite de mes compétences, de mes contacts, éventuellement, pour faire ça. Et c'est vrai que c'est un peu la double peine. Et, par exemple, Aya Nakamura, c'est quelque chose qu'on lui reproche. C'est-à-dire qu'elle est extrêmement... De ne pas s'engager. Des gens lui reprochent ça, voilà. Elle est extrêmement exposée. Elle ne serait pas noire, on la laisserait faire sa musique tranquillement, quoi. C'est ça. Et donc, c'est un peu... double standard. On ne peut pas non plus la forcer, en fait, à s'engager, parce que c'est difficile. Déjà, en s'engageant pas, elle se prend quand même beaucoup de critiques. Donc si elle s'engageait, ce serait possiblement pire. Donc voilà, mais déjà rien qu'en étant aussi populaire, dans le monde entier d'ailleurs, c'est déjà politique en fait. Sa présence en soi est politique. Donc voilà, laissons les gens qui veulent s'engager. Et aussi, vous êtes très engagé dans le livre, je pense à Christiane Taubira. Voilà, par exemple. Cette loi mémorielle sur l'esclavage qui est absolument fondamentale. Exactement. Et puis elle est engagée en politique, donc de fait, elle est militante forcément. Vous faites des petits points sur des notions, il y en a que j'ai découvert, d'autres que je connaissais déjà, mais bon bref. Colorisme. Oui. Alors le colorisme, en fait, c'est une hiérarchie... en fait, au sein du racisme, lié à la couleur de peau. C'est du racisme dans le racisme, en fait. C'est une gradation. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fonction de la couleur de la peau, on va plus ou moins subir des discriminations ou être plus ou moins privilégiées. Donc les personnes plus claires de peau vont moins subir de discrimination que les personnes plus foncées de peau. Et c'est quelque chose qui est important. Alors parfois, voilà, quand on met ça en avant, les gens disent « Ah oui, mais alors encore un niveau de critique, encore une difficulté », mais c'est réel et ce sont de vrais enjeux et on a envie de les mettre en avant. C'est quelque chose qui existe, mais pas parfois ça permet d'agir aussi, parce que Solitude, la première que vous citez, ancienne esclave et résistante, surnommée la mulâtresse parce que, Solitude, elle a le droit à un brin d'éducation, etc., parce que elle est un peu moins... c'est de là que vient le colorisme, justement. Voilà. C'est que c'était souvent des enfants, des esclaves et de blancs qui donc avaient plus d'accès, plus de privilèges. Mais ça existe aussi dans notre communauté, dans la communauté d'Asie du Sud, par exemple. Il y a aussi ces mêmes problématiques. Misogynoire. Oui, c'est en fait... On devine. C'est un mot, ce qu'on appelle un mot valise. C'est un mélange de deux mots. C'est ça qui définit l'intersection entre la misogynie et donc les discriminations liées à la couleur de peau. Donc c'est les discriminations particulières que vont subir les femmes noires. Vous racontez aussi, c'est un livre pour quel âge d'ailleurs, en vrai? Fin de primaire, entrée collège? Oui, voilà, c'est ça, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, comme il y a les petites pages avec les éléments d'information dans lesquels on peut piocher, puis les biographies qui sont un peu plus fournies. Donc oui, à partir de... C'est ça, à peu près. Fin de primaire, année collège. Oui, voilà.
Même avant, enfin, j'ai des amis qui ont... parce que les illustrations sont assez colorées et les enfants réagissent aussi, voilà, aux petits éléments, aux petits dessins et ce genre de choses. Donc, moi, j'ai mon filleul qui a 1 an et demi. Et, il sait déjà lire. Alors non. Mais en tout cas, parce que évidemment, je lui ai présenté le livre. Évidemment, forcément. Et il était intéressé par les personnages, c'est ça. C'est pour tous les âges. Vous parlez aussi des grands mouvements à la fois de revendication, d'affirmation culturelle, notamment la négritude. C'est ça. On va raconter cette histoire, mais simplement pour dire que tout ça remonte quand même, parce que la négritude, c'est un mouvement qui est porté par Césaire, mais avant par Paulette Nardal. On est il y a un siècle. C'est ça, oui. C'est pour ça qu'on a voulu faire une partie histoire pour montrer que les problématiques étaient déjà là. Alors ça évolue, ça bouge, mais oui, c'est important aussi de montrer qu'il y avait des figures de l'histoire qui sont aussi méconnues. Marjorie Bourgoin avec Diriyetou Kébé, Les Puissantes, 26 femmes noires francophones qui ont fait, qui font, qui feront l'histoire. C'est aux éditions Les Insolentes. Il y a aussi un compte Instagram, c'est le compte Les Insolentes. Vous restez avec nous. On prend des petites récrés ici, on est comme ça. Très et bien. Après, égale MC2, tout ça, une petite récré. Cécile Fournier. Bonjour. Un livre aussi. Oui, un livre, mais autre ambiance. Autre ambiance. Autre salle, autre ambiance. Présente, c'est Élodie Gossuin, ex-Miss France, que l'on connaît, qui est animatrice, mais aussi maman de 4 enfants, qui signe ce livre qui s'appelle Mams, une BD donc illustrée par Céline Bayeux, éditée aux éditions Solar. L'animatrice y raconte sa vie avec son mari, Bertrand, leurs 4 enfants, Rose et Jules, 16 ans, et Joséphine et Léonard, 10 ans. Ça commence comment, par exemple? Ça commence par une scène qu'on a tous plus ou moins vécue quand on a des enfants, c'est la rentrée des classes, qui est un moment de charge mentale terrible pour les parents, il faut bien le dire. Surtout pour elle, qui a quand même 4 enfants, 2 paires de jumeaux, pour préciser. Donc c'est assez marrant, on les voit un petit peu en pleine galère. Ou alors, elle compare sa vie comme le public l'imagine, avec sa vie réelle. Donc non. Vous voulez qu'elle ne ressemble pas toujours à Miss France? Non, elle n'est pas dans sa salle de bain. Elle est toujours habillée en Miss France. Non, elle n'est pas dans sa salle de bain avec un diadème. Non, parfois elle prend le méturo, les cheveux en vrac. Et oui, même Élodie Gossuin, ça lui arrive. C'est fou. Elle n'a pas de femme de ménage. Elle fait son ménage elle-même. Ça aussi, c'est fou, j'ai envie de dire. Les Miss France sont des femmes comme les autres, finalement. Ou toutes les femmes sont des Miss France potentielles. Ce ne sont pas uniquement des chroniques humoristiques, ceci étant. C'est pas que pour faire rigoler, votre bouquin. Il y a des chroniques rigolotes, mais aussi elle a fait appel à des experts, aussi avec une interview d'une psychologue sur l'influence des réseaux sociaux, encore un sexologue sur le vaccin HPV dont on parle beaucoup contre le papillomavirus. On trouve aussi des conseils d'Élodie elle-même sur les règles pour les réseaux sociaux, dont une, par exemple, pour les enfants, que je rappelle, c'est toujours bon de le rappeler, je ne publie ni n'envoie jamais des photos de moi ou de ma pire ennemie dénudée. Faut-il le rappeler. Elle recense aussi les pires phrases qu'elle a entendues, elle ou ses amis d'ailleurs, par exemple. Ouais. Tu dois certainement attendre une fille parce qu'on dit qu'une fille vole toute la beauté de sa maman pendant la grossesse. Super. Ou encore le patron qui demande « Vous êtes enceinte ? On a une deadline à notre projet. L'avortement est-il encore possible ?» J'adore. Non, je t'ai plu. Il y a aussi des petites perles des enfants, je crois. Oui, ça j'ai bien aimé le « Je suis une steak à cuire ». Ça, c'est rigolo. Et cuire, oui, c'est pas mal. J'ai des coccinelles dans les jambes. C'est chouchou, c'est joli, non? ça. C'est mieux que les fourmis, en tout cas. Donc, c'est un livre rigolo, on l'aura compris, mais aussi avec de l'enseignement très déculpabilisant. Finalement, même une Miss France, elle n'y arrive pas, nous non plus, et c'est normal. Vous avez un petit coup de cœur pour l'image de fin, je crois. Je ne sais pas si on la verra bien à l'écran, mais on va essayer. Pour montrer que le couple se préserve malgré le bruit des enfants. Ah, il y a de l'amour. Ils se sont fait un petit cocon. Regardez, je vais le... Ah, c'est gentil. Voilà, j'aime bien cette image parce que le couple se préserve. Okay. Donc c'est plein d'amour, de bienveillance. C'est tout chou. Voilà. C'est beau, non? Quelques grammes de finesse dans un monde brut. Merci beaucoup. Mams, c'est chez Solar, Élodie Gossuin, illustration de Céline Bayeux et avec la collaboration de Nelly de Flisque. Merci. On retrouve les puissantes, ces 26 femmes noires qui ont fait, qui font, qui feront l'histoire. Et on retrouve Marjorie Bourgoin, co-autrice, côté plutôt, alors à la fois conception du projet et illustration. C'est ça. Et c'est Diriyetou Kébé qui a fait les textes, qui préside, je crois, une association. Hein, oui, c'est ça. d'IVK qui milite pour plus de diversité dans la littérature jeunesse. C'est un vrai enjeu, ça aussi, d'avoir des héroïnes
Ah bah oui, complètement. Représentative de la population, tout bêtement. Bah oui, c'est ça, complètement. C'était le but de Dia, enfin donc Dia Ratout, j'appelle Dia, quand elle a créé cette association. Bah oui, l'enjeu, il est double. Il est à la fois pour les personnes concernées, d'avoir des modèles dans lesquels s'identifier, se représenter pour pouvoir se construire. Et puis, il y a un enjeu aussi de proposer des modèles qui aident à lutter contre les stéréotypes, parce que les stéréotypes, ça se construit. Et pour les personnes non concernées, entre guillemets, c'est important aussi de voir des personnes racisées, des personnes d'autres cultures, porteuses de handicap, dans des situations différentes. Donc il y a vraiment l'enjeu de qui on représente et comment on représente ces personnes. Ouais. Alors c'est vrai que j'ai peut-être très mal présenté votre bouquin parce que je suis reparti de la préface de. Mais non, je me permettrai. Non, mais si, non, mais moi je me permets. Mais vous venez de le souligner, il va de soi, mais je ne l'ai pas dit explicitement, que c'est pour tout le monde, ce bouquin. C'est pas seulement pour fournir des modèles d'identification aux petites filles noires qui se sentent. C'est ça, bien qui sûr. Se sentent toutes seules. C'est absolument pour tout le monde. Voilà. Non, mais je ne l'avais pas dit de manière assez claire, mais vous avez raison, c'est ça qu'il faut dire. Vous avez eu un parcours extrêmement riche. Vous avez commencé en étudiant la biologie. Oui, c'est ça. Et alors? Donc rien à voir, a priori. J'ai bifurqué. J'ai bifurqué parce que déjà à l'époque... en plus, j'ai commencé une thèse, donc j'ai changé d'avis assez tard. Ouais. J'ai mis du temps, mais déjà à l'époque, il n'y avait pas forcément énormément de débouchés. Je pense que je ne m'étais pas beaucoup posé la question de ce que je pouvais faire après. Donc au départ, c'était la passion. Oui, j'adorais ça, j'aime toujours ça, mais donc c'était ça. Et puis j'ai bifurqué, alors j'ai fait de l'informatique, après j'ai fait plus du graphisme et de l'illustration. Et vous êtes passé d'un travail de recherche à une passion pour le do-it-yourself. C'est ça, les objets, on trouve plein de choses sur les réseaux sociaux, je suis allé regarder, je vous invite à le faire d'ailleurs, parce que si vous faites des objets, vous avez une boutique, il y a plein de choses. Oui, c'est ça, il y a plein de choses. Je pense que c'était toujours là, mais je ne m'étais pas dit que je pouvais en faire un métier. Et puis voilà, à force, c'est revenu... La passion est revenue et je fais plein de choses aujourd'hui. D'une certaine manière, ça c'est du do-it-yourself appliqué à l'existence. Oui, un peu, vu qu'on a fait vraiment le livre en auto-édition. Vous l'avez fait comme ça, mais ce que vous dites aussi à celles et ceux qui la lisent, parce qu'autour on a aussi le droit d'être un garçon et de vouloir s'emparer de son destin, mais allez-y, faites quelque chose de vos vies aussi. Ah oui, c'est ça. Attendez pas ou d'être validé pour lancer vos projets. Et oui, il faut y aller. On a besoin d'avoir des projets différents, on a besoin d'entendre des voix différentes. Donc, si ça passe pas par les médias mainstream au départ, il faut bien commencer il faut créer ces itinéraires. C'est ça. Et la communauté Les Puissantes sur Insta, elle commence à vivre? Oui, alors pour être tout à fait honnête, on a moins mis à jour le compte Insta quand on s'est un peu focalisé sur le livre, mais oui, c'est une belle communauté. Vous restez avec nous. On va aller du côté de la cantoche, du plateau repas. Vous aimez bien la cantoche quand vous alliez à l'école? J'aimais plutôt bien, oui. Plutôt bien. Je sais qu'il devait y avoir une Sandra Ferreira au fourneau. Cécile, merci beaucoup. Et à la prochaine. Sandra Ferreira, plateau repas. C'est demain la journée internationale de sensibilisation aux pertes et gaspillages de nourriture. Sandra Ferreira, bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes notre diététicienne et nutritionniste. Et dans notre plateau repas du jour, vous allez nous sensibiliser, nous donner des techniques pour moins gaspiller. Il y aura d'ailleurs du do-it-yourself, j'imagine, comme d'habitude. Eh oui. Petit point commun entre vous. D'où vient d'ailleurs cette idée de journée mondiale? Eh bien, c'est une journée qui est décrétée par l'ONU pour sensibiliser l'opinion internationale au gâchis alimentaire, qui est colossal, observé dans le monde. Colossal. Colossal. Quel chiffre vous imaginez en France? Des millions, 10 millions de nourriture, de 10 millions de tonnes, parce qu'on n'est pas en kilos, de nourriture qui sont jetées à la poubelle, ce qui représente environ tout de même 20% de la production française et 155 kilos de nourriture jetée par personne, par an. Donc c'est pas rien du tout. D'accord, tout ça jeté par nous. Alors jeté pas que par nous. En fait, il faut préciser qu'un tiers des pertes va se faire lors de la production, un autre tiers lors de la transformation et de la distribution, et le dernier tiers lors de la consommation. Là, c'est le dernier tiers. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Comment on fait, chacun à son échelle? Eh bien, à notre échelle, puisque 20% du gaspillage alimentaire est dû aux dates de péremption, il faut que je vous parle de ça. On fait une grosse confusion entre les dates limites de consommation. Donc la date limite de consommation, c'est ce qu'on appelle la DLC, à consommer jusqu'au. Vous regardez sur vos emballages à la maison, c'est écrit. À consommer jusqu'au. Quand on voit ça, effectivement, il y a un risque microbiologique après. Donc, il vaut mieux ne pas
le consommer. En revanche, lorsqu'il y a la DDM, c'est-à-dire la date de durabilité minimale, quand c'était inscrit à consommer de préférence avant, et de préférence, c'est très important, ça veut dire qu'on peut consommer après, et ça ne joue change que sur le goût qui peut changer. D'accord, ça se dégrade un peu. Voilà, il n'y a pas de risque. Ça mais va je tomberai pas malade. Non, ça va être la farine, ça va être les pâtes, ça va être le riz. Il y a des aliments comme ça qu'on peut manger après sans aucun problème. Donc déjà, on a résolu une partie du problème de ce qu'on jette. Sacré problème. Autre conseil. Autre conseil, eh bien... Anticipez, prévoyez. Eh oui, on sait qu'on mange plus varié quand on anticipe, quand on prévoit sa liste de courses. Et c'est pareil, ça permet aussi de savoir exactement les quantités qu'on va acheter et donc on va moins gaspiller, forcément. On va prendre strictement ce dont on a besoin. Donc, si on jette moins, on est content. Enfin, moi, en tout cas, je suis très contente. Non, on est tous contents, voilà. La planète est contente. On est tous aussi. contents. Et alors, vous avez pesé les portions de pâtes, de riz. On évite aussi qu'il y ait trop de quantité, sinon ça risque de finir à la poubelle, mais pas forcément, puisque j'ai encore d'autres techniques. Et puis, c'est très bien aussi pour le portefeuille. Parce que, mine de rien, alors c'est bien pour la planète, on l'a dit, mais un Français gaspille en moyenne combien d'euros tous les ans en jetant à la poubelle? Dites un chiffre, je vous fais participer au hasard. Aucune idée. Aucune idée. 160. Ouais, bon, 100. Je me rapproche. Super, la bonne joueuse. Oui, j'adore. J'ai semblant de ne pas entendre qu'Emmanuel donnait la réponse. 160 € tous les ans que vous pouvez économiser. Bon, venez quand vous voulez, super sympa. C'est une animation d'enfer. Très très bien le jeu. Il y a des applis aussi qui nous aident, non? Mais oui, il y a une appli Too Good To Go, non? Too Good To Go, oui, ouais, qui permet de récupérer des aliments qui sont presque périmés à des prix cassés auprès des commerçants. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y a aussi Frigo Magique, par exemple. Alors ça, c'est super parce que vous, sur cette application, vous allez pouvoir marquer ce qui vous reste dans le frigo. Et Frigo Magique vous fait une petite recette de vos restes. Donc c'est super quand vous n'avez pas d'idée. Et puis, partagez, parce qu'il y a des personnes qui sont démunies, mine de rien. Rappelons qu'il y a des banques alimentaires, il y a des associations comme les Restos du Cœur. Il ne faut pas hésiter. Il y a des frigos solidaires. Alors ça fonctionne un peu comme les boîtes à livres, en fait. Parfois, certains commerçants ont un petit frigo devant leur commerce où on peut laisser des aliments à disposition. Et des personnes peuvent passer se servir. Exactement, et ça, c'est vraiment chouette. C'est génial. Et on met donc surtout des aliments DDLC. DLC, donc les DLC. À consommer jusqu'au. Voilà, plutôt jusqu'au. C'est du genre, c'est aujourd'hui, vous avez un truc qui va se périmer ce soir, vous savez que vous n'allez pas le manger, zou. Ah oui. C'est le moment de s'en débarrasser, c'est le moment de le manger. Et en revanche, si c'est un de consommer, de préférence avec, si vous dites que ça va avoir perdu son goût, vous pouvez le donner aux gens, aussi, c'est toujours utile. Bien évidemment. Et sinon, vous le gardez, vous le mangez. Et d'ailleurs, vous ne le jetez pas. Je précise quelque chose, quand c'est une DLC, donc date limite de consommation, c'est-à-dire jusqu'au, et après on est censé le jeter, vous pouvez aussi le congeler très rapidement. Vous pouvez vous dire, bon, plutôt que de le jeter, je le congèle tout de suite, ça bloque le développement microbien et on peut encore le garder quelques temps. Pendant une dizaine d'années facilement. Peut-être pas à ce point-là, mais... Il y a une date limite pour pour la congélation, effectivement, sur une viande, ça ne va pas dépasser 3 à 6 mois. Voilà, il y a quand même... je vais refaire une chronique là-dessus. Je veux bien une chronique congélation. Eh ben, on va faire ça. Formidable. Les légumes, les dates... Les trucs qu'on a oubliés au fond du congélo, on sait plus trop. C'est important qu'on en parle, voilà. Génial. Vous avez des devoirs c'est pas des devoirs de vacances, mais c'est utile. Et puis alors, le périmé, admettons que malgré tous vos bons conseils, il reste des trucs à acheter. On a tout fait, on a tout bien fait. Des légumes qui se sentent mal, voilà. Eh bien, compost. Voilà. On fait un compost, on a réussi à faire quelque chose et on a nourri la terre et fertilisé la terre. Et voilà, du do-it-yourself appliqué à la nourriture. Exactement. Voilà, ça vous parle tous ces sujets-là? Oui, j'essaye aussi moi de faire des choses. Par exemple, je congèle mes pelures de légumes pour faire des bouillons. Ah, très bien. Ah, excellent. Du coup, ça fait une seconde vie. Voilà. Ou ça, à la pelure de légumes. C'est ça. Bien. Formidable. Je l'aime bien, cette dame. Je reviendrai. Et ben nous aussi, on aime bien Marjorie Bourgoin, qui, avec Diriyatou Kébessine, Les Puissantes, 36 femmes qui ont fait, qui font, qui feront l'histoire. C'est aux éditions Les Insolentes. Il y a un compte Instagram, Les Puissantes. Vous pouvez aussi suivre Marjorie sur le compte Coco Cerise. Merci à toutes les deux. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission, à Laure Audemont au maquillage, à Emma Frary en régie, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission, à Thibaut Goury-Lafont qui s'occupait du son. La réalisation était signée aujourd'hui Mani Pézesh. Vous restez sur School TV et vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et nous aussi sur les réseaux sociaux.